Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle je vais vous présenter un aperçu des requêtes d'indexation et de recherche via l'outil Curl. Je vous avais fait comprendre que Curl était une librairie open source qui vous permettait de mettre en place des requêtes via le protocole HTTP. Vous aviez la possibilité d'envoyer des requêtes de type POST, PUT, GET, DELETE et PATCH si on veut. Dans un premier temps, vous allez voir comment est-ce que il est possible de créer des index de façon automatique sur Elasticsearch. Ensuite, je vous montrerai quelques requêtes de base qui vous permettront de faire des recherches parmi des données qu'on aura renseignées dans notre système. On va commencer par l'installation de Curl. Pour ce faire, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez directement sur le site curlaxe.se. Ici, vous avez directement les binaires Curl que vous pouvez installer sur votre système Windows. Ou alors, vous avez même la possibilité pour tous ceux qui ont un système Unix d'utiliser l'outil Cygwin. Ou peut-être directement faire ce que moi j'ai fait. J'ai directement installé la librairie de Git Bash et là-dedans, j'ai directement accès à un terminal Unix. Vous avez ces trois solutions-là. Moi, je vais pas refaire tout ça vu que j'ai déjà mon terminal qui est installé ici en dessous. Bon, dans ce terminal, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé mon Elasticsearch. On l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Je l'ai mis en route et on peut vérifier qu'il est bien fonctionnel ici. Vous faites par exemple un localhost sur le port par défaut 9200. On a ce résultat-ci. Ça veut dire que notre nœud Elasticsearch est bien démarré. Ok, sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. Dans le cadre de la formation, j'avais mis en place directement des scripts SH qui vous permettront de renseigner votre moteur de recherche Elasticsearch de façon à pouvoir jouer avec les données à l'intérieur. Donc pourquoi vous n'ayez pas rempli à renseigner des données à la main? Il vous suffit d'aller sur mon GitHub officiel. Vous avez ces projets-ci. Vous faites ftunga Elasticsearch. Vous arrivez ici. Il sera juste question de cloner ce projet-là. Donc en exécutant ce script-ci, vous aurez à l'intérieur une série de requêtes PUT qui vous permettront de renseigner votre moteur de recherche. Ici, vous avez le mapping JSON qu'on va utiliser un peu plus tard. Et là, je vous ai mis en place un fichier dans lequel vous avez la liste des commandes que j'ai à taper. Ça vous permettra de mettre en place des copier-coller et pas avoir à retaper tout à la main. Bon, pour moi, c'est beaucoup plus rapide en fait. Bon, sans plus tarder, on va indexer notre premier document. Si par exemple, je prends la première requête ici. Si je fais un ls, on a les 4 fichiers que je viens de vous présenter. En gros, moi, j'ai déjà fait un git clone sur ma machine. On va indexer notre premier document. Bon, je vais vous décrire un peu ce qu'on a à l'écran. Ici, vous avez un curl. Le verbe ici, c'est put. Localhost pour l'adresse IP de la machine. On a un local, le port. Et ensuite, on a renseigné un index qui ne connaît pas. Là, on a un type. Ici, on a renseigné un ID. Et puetchi, on va utiliser à chaque fois l'argument puetchi pour faire en sorte que les résultats soient renvoyé avec un format JSON compréhensible, c'est-à-dire qui est déjà indenté pour que ce soit plus lisible. Ensuite, on a les options -h pour préciser le content type. Ici, vu qu'on travaille avec des données JSON, on va mettre application/JSON. -d pour les données, pour les data. Et c'est ici comment renseigner le contenu de notre donnée. On va mettre en place un JSON. On a deux attributs, l'attribut name et l'attribut organizer. Dans le cadre, je vous ai dit, dans le cadre de la formation, on a à mettre en place un site de rencontre. Ici, par exemple, ce serait un groupe de rencontre qui aura l'organisateur Lee et le groupe va s'appeler Elasticsearch Denver. Si on fait rentrer, on a ce résultat. Il nous dit ici que l'attribut a bien été créé. Alors, on peut se poser une question tout à fait légitime. Comment ça se fait qu'il a réussi à créer notre attribut alors que l'index n'existait même pas encore? Et c'est là l'un des mécanismes par défaut d'Elasticsearch. Si vous lui demandez d'indexer une donnée dans un index qui n'existe pas encore, il va les créer automatiquement. C'est un comportement qui est possible d'être modifié. On a la possibilité de vérifier le contenu de notre index en mettant en place la commande précédente. On a cette réponse-ci. Notre type doc a bien été créé et on retrouve les attributs dont je vous parlais tout à l'heure. L'attribut name et l'attribut organizer. Là-dedans, vous avez le type qui est associé. Et vous voyez bien qu'on n'a pas eu à spécifier quel type. Elasticsearch a mappé des types automatiquement. Je vous avais parlé de ce mécanisme dans une vidéo précédente. C'était le mécanisme d'autodétection. On va pas en reparler tout de suite. Sur Elasticsearch, il est même possible de préciser exactement ce qu'on veut regarder dans notre index. C'est-à-dire, au lieu de faire la requête qu'on a mise en place tout à l'heure, on peut spécifier ici qu'on veut voir explicitement le mapping. Vous voyez?
La réponse est beaucoup plus courte et ici nous donne directement le mapping, ce qu'on veut savoir. C'est là qu'on a le type doc qui a été créé, les attributs name et organizer. Maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les requêtes de recherche. Mais pour cela, comme je vous disais, on a besoin d'avoir des données dans notre index Elasticsearch. On va donc dans un premier temps en renseigner. Pour que vous n'ayez pas à le faire, vous allez utiliser mon fichier .sh qui se retrouve sur mon repo distant. Vu qu'on a le local ici, étant donné qu'on a déjà cloné, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre en place un /populate sh. Ce que mon script va faire, c'est qu'il va supprimer les index myIndex si vous en avez, je pense pas que ce soit le cas, et l'index getTogether qu'on vient juste de créer pour repartir sur des bases saines. Il vous demande si vous êtes sûr que vous voulez faire ça, vous dites entrée, ensuite il fait la requête. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il crée de nouvelles données. Et il fait bien d'autres choses. Il ajoute des alias, des templates. Vous n'avez pas besoin de vous focaliser dessus pour le moment. On verra ça un peu plus tard dans les prochaines vidéos de formation. Si je vous montre le fichier populate.sh, on va voir le contenu. Vous voyez au tout début, il check s'il y a un Elasticsearch qui est démarré. Et ensuite, derrière, vous affiche le message dont je viens de vous parler. C'est ici qu'il va faire la suppression de cet index. Vous avez un curl delete. Ensuite, dans la suite du fichier, tout ce qu'on a, c'est des puts. Donc, en gros, c'est là qu'il va renseigner les données dans votre index Elasticsearch getTogether. Normalement, l'opération est terminée. Si on refait la requête de tout à l'heure pour vérifier l'état de notre index getTogether, vous voyez la réponse est beaucoup plus longue. C'est lié au fait que le mapping qu'on a mis en place ici est différent et il est beaucoup plus conséquent. Vous avez plusieurs propriétés, created on, date, description, full name, host, join field. Tous ces attributs sont des attributs qui ont été spécifiés dans le mapping.json dont je vous ai parlé, qui se trouve à la racine. Je refais un ls. Vous avez ce fichier ici, mapping.json. On peut voir le contenu directement sur GitHub, comme on a fait tout à l'heure. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de laisser par exemple le son à Elasticsearch de définir un mapping de façon automatique, progressive à chaque fois qu'il reçoit de nouvelles données, on peut dès le début déjà lui spécifier des champs, c'est-à-dire un mapping qu'on a envie d'utiliser. Là, vous avez toute la partie analyse. On ne va pas se concentrer dessus pour le moment. Pareil, on verra ça dans les vidéos suivantes. La partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est celle sur le mapping. Vous voyez, c'est ici qu'on lui spécifie les champs et les types dont on a besoin, avec lesquels on va travailler. Et c'est ce que vous retrouvez ici quand on a fait une requête sur l'index. Alors, sans plus tarder, on va mettre en place notre première requête de recherche. On va effectuer une recherche sur le mot-clé Elasticsearch. On va décrire un peu ce qu'on a à l'écran. On a curl, le verbe get, et ensuite, ici, vous voyez qu'on a rajouté le mot-clé search pour lui demander de mettre en place une recherche. Et ensuite, on a le paramètre q equals Elasticsearch. C'est ici qu'on va lui donner le mot-clé sur lequel on va faire la recherche. On fait rentrer, on a ceci. Voici tout ce qu'il a trouvé comme résultat. Il vous dit que vous avez un total de 10. En gros, dans cette recherche, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on lui a demandé de nous renvoyer tous les documents qui font référence au mot-clé Elasticsearch. Vous voyez, il a vu le mot-clé Elasticsearch ici dans le nom. Dans un autre document, il va le voir dans l'organizer. Dans un autre document, il pourrait le voir dans l'attribut description, ainsi de suite. Quel que soit l'endroit où il le trouve, il le référencie. Et en fonction de comment est-ce que c'est spécifié, vous aurez un score ici. Une autre particularité d'Elasticsearch, c'est qu'il est possible, il est capable de mettre en place des recherches parmi plusieurs index ou plusieurs types. Plusieurs types, c'est plus tellement vrai étant donné que depuis les versions 6.0, comme je vous disais dernièrement, il n'est plus possible d'avoir plusieurs types dans un index. Donc on va plutôt voir le cas d'une recherche parmi plusieurs index. On fait la même recherche, mais en spécifiant plusieurs index. On a le premier index ici, getTogether, celui qu'on connaît déjà, et on va mettre un autre index, other index. Le reste est pratiquement la même chose. On fait rentrer, il nous dit qu'il y a une erreur. En gros, vous voyez, vous a pété une exception parce qu'il se rend compte que l'index other index ici n'existe pas. Et il vous dit index not found exception. C'est un peu normal vu que vous lui avez demandé de mettre en place une requête sur un index qui n'existe pas dans votre moteur de recherche. Sur Elasticsearch, il est possible de rajouter une option qui fera en sorte qu'il ignore les index qui n'existent pas, de façon à ce que vous n'ayez pas ce genre d'erreur. En gros, il vous renverra quand même les documents qui existent, même s'il trouve parmi vos index un qui n'existe pas. Pour ça, il suffit de rajouter l'attribut ignore unavailable égal à true. En gros, on lui fait comprendre que si tu trouves là-dedans des paramètres
des index ou bien des types qui n'existent pas, c'est pas grave. Renvoie quand même les données qui existent dans les index spécifiés. On a le même résultat que tout à l'heure. Vous avez toujours un total de 10 résultats, 10 enregistrements. C'est pas très surprenant vu que le mot-clé de recherche est toujours le même, Elasticsearch. C'est bien beau de mettre en place des requêtes de recherche sur Elasticsearch, encore faut-il pouvoir les interpréter. Ici, vous avez le premier attribut, took, 21. C'est le temps qu'a pris votre recherche pour s'exécuter. 21 représente ici 21 millisecondes. L'attribut timeout vous dit si la requête a expiré ou pas. Et par défaut, sur Elasticsearch, c'est pas le cas. Donc, en gros, à chaque fois que vous allez envoyer une requête, elle ne va pas expirer en fait. Il va attendre que la requête réponde pendant un bon moment. Vous avez la possibilité de changer ce comportement-là à partir de certains paramètres à l'intérieur de votre requête. Ensuite, on a l'attribut chart pour fragment qui est plutôt très important sur Elasticsearch. Ici, on a l'attribut total 2. Ça signifie que notre donnée se trouvait sur 2 fragments. Successful, c'est pour dire le nombre de fragments qui ont répondu présent à notre requête, c'est-à-dire qui ont répondu de façon favorable. Et failed, c'est le nombre de fragments qui étaient down. On a ici 0, ça signifie que tous les fragments qui contiennent notre document ont pu répondre. Si vous aviez eu ici, par exemple, 1, ça signifierait que nos documents, les documents qui ont été renvoyés sont incomplets. C'est-à-dire qu'il y a un fragment qui n'a pas pu répondre. Ici, ce n'est pas le cas, on a donc tous les documents. Ensuite, on a l'attribut it. C'est dans cet attribut-ci que vous aurez vos documents, c'est-à-dire les documents retournés. Vous aurez la liste des documents qui ont été retournés ici en dessous. L'attribut total vous donne le nombre de documents qui ont été retournés. MaxScore vous donne le score maximal qui a été enregistré sur l'un de vos documents. Ensuite, ici, on a par exemple l'index auquel appartient ce document aussi. On a son type qui est doc, on a l'ID 2, on a le score qui est 1.4, ainsi de suite. Vous voyez qu'il est exactement égal au score qu'on a vu ici en haut. C'est pas anodin. C'est lié au fait qu'Elasticsearch vous renvoie les documents triés par score. Ça signifie que celui que vous avez ici au-dessus, c'est le document qui est le plus pertinent à son niveau, étant donné que c'est lui qui a le score le plus élevé. Il existe deux façons principales de mettre en place des requêtes de recherche sur Elasticsearch. On a une première méthode qui consiste à mettre les paramètres de recherche directement dans l'URL, dans l'URI. C'est celle qu'on a vue précédemment. C'est-à-dire, si je fais ça, vous avez le point d'interrogation ici. Et ici, vous avez Q égale Elasticsearch. Ça, c'est la première façon. Et ensuite, on a une autre façon qui consiste à mettre plutôt les critères de recherche dans le corps de la requête, c'est-à-dire via le body. En général, ces méthodes-là sont utilisées quand vous avez des requêtes qui sont beaucoup plus complexes. En effet, mettre en place des critères de recherche dans l'URI, vous ne pouvez faire que ça que lorsque vous n'avez très peu de critères de recherche. Parce que ça devient très vite illisible dans ces situations-là. Pareil, on va mettre en place la même requête que précédemment, c'est-à-dire on va essayer de retourner tous les documents qui font référence au mot-clé Elasticsearch, mais cette fois-ci en utilisant le body de la requête. Ça donne ceci. On a cette requête-ci. Vous voyez que cette fois-ci, au lieu de faire un get, on a un post, étant donné que les données sont passées via le body de la requête. On a notre index ici, le type, et l'attribut search vous dit qu'il s'agit d'une recherche. Et ici, on a le contenu de notre requête. Ici, il sera question d'utiliser la query string. Et là, on spécifie le mot-clé Elasticsearch. En gros, ici, on lui fait comprendre, pareil, qu'on veut tous les documents qui font référence au mot-clé Elasticsearch. Vous faites rentrer. On a le même résultat que précédemment. Pareil, vous voyez que sur les 20 documents qu'on a mis dans notre index Elasticsearch, on a toujours un total de 10 documents. Et c'est normal vu qu'on exécute à chaque fois la même recherche. C'est juste qu'on change le format. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'utiliser plutôt le body de la requête nous permet de spécifier plusieurs options au niveau de notre requête de recherche. Par exemple ici, jusqu'à présent, on retournait tous les documents qui faisaient référence à Elasticsearch. Il nous disait toujours qu'il y en avait 10. On va cette fois-ci essayer de récupérer que les documents qui renseignent Elasticsearch, par exemple, dans un champ bien spécifique, qui peut être, par exemple, le nom. On a cette requête-ci. Vous voyez qu'on a toujours la query string ici. Le mot-clé, ici on a mis Elasticsearch San Francisco pour que ce soit un peu plus complexe. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est cette option-ci, Default Field. Ici, on lui dit qu'on veut que la recherche se fasse sur l'attribut Name. Là-dedans, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rechercher parmi les documents qui ont le mot-clé Elasticsearch San Francisco. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, l'opérateur qu'Elasticsearch met sur query string, c'est l'opérateur OR. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand il fait la recherche, pour lui, il cherche les documents qui ont dans le mot-clé name, soit le mot Elasticsearch,
soit San, soit Francisco, ou bien une combinaison des trois. C'est comme vous voulez. Vu que lui, entre tous ces mots-là, il met le mot or. Donc c'est Elasticsearch ou San ou Francisco. Si on veut qu'il fasse la recherche exactement dans cet ordre-ci, c'est-à-dire Elasticsearch et San et Francisco, il faut lui spécifier l'opérateur AND. Parce que par défaut, je vous dis ici, c'est OR. On va faire la recherche. Vous voyez donc que cette fois-ci, le nombre de documents renvoyés est un seul. Et c'est normal parce qu'il y a un seul document qui mentionne dans le champ name la valeur Elasticsearch San Francisco. Exactement dans cet ordre-ci. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire comme ça avec le JSON. Il y a plusieurs options. Je vous invite à chaque fois aller sur la documentation officielle d'Elasticsearch. Lorsqu'on met en place des recherches basées sur le body de la requête HTTP, on peut avoir plusieurs formats. On a un format qui utilise les queries et un autre format qui utilise les filtres. Jusqu'à présent, on a vu les queries. Par exemple, ici, à chaque fois, on utilisait l'attribut query string. Pareil, il existe plusieurs autres types de queries. On a par exemple la query terme. Celle-ci est préférée en général à la query string lorsqu'on a déjà l'attribut du champ qu'on veut utiliser. Par exemple, ici, on a eu à préciser le champ default field ici. Dans ces cas-ci, on peut utiliser directement query term. Ça donnerait ceci. On aura le même résultat. Hein. C'est juste que vous allez voir par exemple que la requête peut être plus courte. Vous voyez ici, la query ici s'appelle terme et non query string. Et là, vous avez juste à mettre directement le nom de l'attribut et la valeur que vous voulez à l'intérieur. Name et Elasticsearch. On fait rentrer et bim, directement vous avez la liste des documents qui ont à l'intérieur le mot-clé Elasticsearch. Vous en a trouvé deux. Dans l'attribut name, on a Elasticsearch. Pareil ici, dans l'attribut name, on a encore Elasticsearch. Elasticsearch Denver, Elasticsearch San Francisco. Je vous ai fait comprendre tout à l'heure que lorsqu'on met en place des recherches en utilisant le body des requêtes HTTP, il existe deux formats. Le premier format utilise les queries, le deuxième utilise les filtres. Jusqu'à présent, vous avez vu les requêtes utilisant des queries. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en général, les queries sont utilisées quand vous avez besoin de garder une information sur la pertinence de vos résultats, c'est-à-dire l'attribut score. Ici, à chaque fois, je vous faisais comprendre que chaque enregistrement a un score bien défini, c'est-à-dire son niveau de pertinence. Donc en gros, il ne suffit pas juste de renvoyer le résultat, il est question de savoir à quel point ce résultat-là est valable, est pertinent. D'où la notion de score de pertinence sur chaque enregistrement. Alors que le filtre, le but n'est pas le même. Dans un filtre, Elasticsearch se pose plutôt la question de savoir est-ce que ce résultat correspond à la recherche ou pas. Oui ou non, c'est un booléen. Donc en gros, vous lui dites par exemple, je veux un document qui a le mot-clé Elasticsearch. Bim, il regarde si Elasticsearch à l'intérieur, il le renvoie. Il n'est pas là pour savoir à quel point ce document-là peut correspondre à ce que vous recherchez réellement. C'est pour ça que dans le cadre d'une requête utilisant des filtres, le résultat est renvoyé beaucoup plus rapidement, vu qu'on ne s'intéresse pas à toute la panoplie de pertinence au niveau des résultats. On a donc un résultat retourné qui est beaucoup plus rapide, et deux, ces requêtes sont faciles à mettre en cache. Donc en général, ce qu'on dit, c'est que quand vous pouvez utiliser un filtre, faites-le. Si ce n'est pas le cas, optez pour une query. Je vais remettre en place la même requête de recherche, mais utilisant plutôt un filtre. Et vous allez voir ce qu'on a. Ici, à l'intérieur de la requête, on a le mot-clé filter pour dire qu'il s'agit d'un filtre. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque fois que vous mettez en place des recherches via le body de la requête HTTP, vous avez la possibilité de mettre en place des combinaisons au niveau de vos critères de recherche. Ça peut être très utile lorsqu'on a à mettre en place des critères qui sont plutôt complexes. Par exemple, via le mot-clé bool. Je ne vais pas aller dans les détails ici, on verra ça dans les vidéos suivantes où vous pouvez vous référer au chapitre 3 du livre. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit qu'on veut les documents qui font référence au mot-clé Elasticsearch dans l'attribut name et en utilisant le mot-clé filter. On a toujours la même query, sauf qu'à l'intérieur de la query, on a le mot-clé filter ici. Ce qui va se passer, c'est qu'on a toujours le même nombre de documents qui correspondent, 2, mais la différence, c'est que ici, le score maximum est de 0. Et en effet, sur chaque document, vous avez un score de 0 ici. Pourquoi? Parce que Elasticsearch se fout de savoir à quel point le document correspond à ce que vous vouliez, par exemple, récupérer. Le mot-clé Elasticsearch est présent, basta, je le renvoie. Voilà en ce qui concerne les filtres. Il en existe plusieurs. Pareil, on ira un peu plus en détail dans ces concepts-là dans les vidéos suivantes de la formation.
Elasticsearch permet aussi de mettre en place tout un tas de statistiques sur vos données. On peut par exemple avoir besoin de récupérer des agrégats de données, c'est-à-dire de les classifier, par exemple en fonction d'un type. Ça pourrait par exemple dire quoi? On peut avoir besoin de récupérer des groupes de rencontres sur notre index qui ont été organisés par la même personne. Il sera donc question de classer nos données en fonction de l'organisateur. C'est ni plus ni moins qu'un agrégat de données. Pour ça, on peut par exemple faire ceci. La requête c'est celle-ci. En gros, ici on lui dit retourne-nous les documents mais qui sont classés via le mot-clé organizer. On fait rentrer. Il nous dit ceci. Field data is disabled on text fields by default. Ça peut arriver très souvent sur votre moteur de recherche. Donc à chaque fois que vous avez des erreurs, vu que la communauté est plutôt assez active, on prend ce message et on va le chercher sur Google. Faire rentrer. Comme je vous disais, à chaque fois que vous avez des erreurs, il faut aller sur la doc officielle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, ici, il nous fait comprendre qu'à chaque fois qu'on veut mettre en place des agrégats de données, ce sont des opérations qui sont coûteuses pour le moteur de recherche. Donc, par défaut, ce qu'il fait, c'est que tous les attributs qui sont susceptibles d'utiliser des agrégats, il les stocke sur le disque. Il ne le fait par défaut que pour les attributs qui sont de type keyword. Donc, en fait, pour qu'il puisse mettre en place des agrégats, il faut déjà lui spécifier de façon explicite qu'on veut pouvoir faire des agrégats sur notre attribut, même s'il est de type texte. Pour cela, vous faites ceci. C'est spécifié ici en dessous. En gros, il faut aller sur notre mapping, aller sur le champ organizer ici et lui rajouter la ligne field data true. Comme je vous disais tout à l'heure, lui par défaut, les champs de type texte n'ont pas cet attribut-là activé. En gros, ça donne ceci. Là, on lui dit que va dans notre mapping ici, sur le mapping du type doc, tu vas sur l'attribut organizer et tu me configures le type field data à true. On fait rentrer. La requête s'est bien exécutée. Donc si je fais la même requête de tout à l'heure sur l'agrégat de données, vous voyez qu'ici on n'a plus d'erreur. Bon, là-dedans, il va vous retourner tous les documents qui correspondent à votre recherche. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est en dessous. Ici, dans l'attribut bucket. C'est ici qui va classifier vos données. En gros, ici, il vous dit que parmi les documents au niveau des organisateurs, j'ai trouvé par exemple ici 2 documents qui sont organisés par Lee. J'ai trouvé un document qui a été organisé par Angie. J'ai trouvé un autre document qui a l'organisateur Daniel. Ainsi de suite. Ça vous permettra de récupérer la liste des groupes de rencontres qui sera classée par organisateur. Il est possible de faire tout un tas de choses de ce style avec Elasticsearch. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Dans la prochaine, je vais vous montrer un outil graphique qui vous permettra de mettre en place des requêtes sur votre moteur Elasticsearch, mais de façon visuelle, de façon beaucoup plus intuitive. J'ai nommé l'outil Sense. Merci et à bientôt.